Bonjour à tous. Eh bien, quand les organisateurs du colloque m'ont dit qu'il faut parler d'innover, l'innovation et les îles, ça m'a fait penser à un vieux bouquin de René Dumont, premier candidat écologique à la présidentielle, qui avait écrit un livre qui s'appelait « L'utopie ou la mort ». Et je me suis dit, en fin de compte, on ne parle pas beaucoup d'innovation. Enfin, colloque de 89, on n'a pas beaucoup parlé d'innovation dans les îles. Maintenant, véritablement, la question est, est-ce que les îles peuvent se passer d'innovation pour leur futur ? Ça fait un petit peu provocateur de parler d'utopie ou la mort, mais l'innovation est-elle une utopie ? Et pour que les îles continuent à vivre, il faut absolument aller dans ce sens-là. Dans l'imaginaire des gens, beaucoup les touristes, etc., les îles sont aperçues comme un espace intemporel, un peu à l'écart des bruissements du monde. Donc là, on bouscule un peu les gens en disant « il faut innover ». Mais les îles ne sont pas des espaces intemporels à l'écart des bruissements du monde. Il n'y a pas que ça. Ce sont surtout d'abord des espaces de surcoût économique. On l'a vu à Ouessant, il est bien plus compliqué de vivre dans une île, ça coûte plus cher que sur un continent, il faut faire venir du matériel, les main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre est bien plus élevé. Donc ce sont des îles de surcoût. Après, ce sont des îles aussi à risque. On en a un petit peu parlé hier lors de l'atelier sur la nissologie. D'ailleurs, c'était un des thèmes c'était le thème de ma communication ici en 89. Et donc, les îles sont des espaces à risque et sont vulnérables tant aux aléas naturels. Et on verra tout à l'heure, dans la session, on va avoir une communication sur Saint-Martin et le post-cyclone. Et autant vulnérables donc aux aléas naturels qu'aux aléas anthropiques. On a vu à Ouessant un film qui nous a rappelé l'Olympique Bréverie, et donc les années 70 où on avait des marées noires extrêmement fréquentes dans les îles du Ponant. Donc, face à ces crises majeures, qu'elles soient d'origine anthropique ou naturelle, les insulaires n'ont pas trop de choix. Le choix qu'ils ont, c'est soit subir, soit partir. Et quand on est un insulaire et qu'on a un attachement profond au territoire, partir, ça a un coût affectif et social plus important, je pense, qu'un continental. Les îles, un petit peu, c'est l'objet, là, sont condamnées à innover pour maintenir et accroître leur viabilité. Alors, on va avoir 10 présentations, sont peut-être moins exotiques que d'autres sessions, parce qu'on a 6 de ces présentations qui auront lieu sur les îles du Ponant. On aura 3 présentations qui sont plus exotiques, une sur la Caraïbe, enfin une sur l'Atlantique, pardon, sur le Cap-Vert. On aura une autre présentation sur Saint-Martin, donc là dans la Caraïbe, et une autre présentation sur le Pacifique, Bora Bora. Je vais vous mettre la définition de la viabilité, qui est de François Doumanche. François Doumanche, c'est un géographe qui a beaucoup travaillé. La CNUSED, à l'époque, et l'UNESCO, le MAB, ont beaucoup travaillé dans les années 70-80 sur la notion de viabilité. Vous voyez là qu'elle est présentée comme la combinaison de 2 facteurs, réunion des conditions nécessaires et suffisantes pour exister et durer, un état dynamique, assimilable aux conditions à réunir pour pouvoir se développer, tant sur le plan de l'utilisation la plus complète des ressources naturelles que pour la progression du niveau de vie sociale et économique de la population. Et tout ça nous amène à nous questionner sur quelles innovations, quelles ressources mobiliser, qui innove et pour qui innover. Écoutez, pour quelles innovations et pour qui innover, la première réponse sera en termes économiques. Il faut absolument donc innover pour réduire le surcoût économique qu'impose l'insularité. Et là-dedans, il y a 2 grands domaines. En économie insulaire, le premier travail, si on peut, c'est de faire une politique de substitution aux importations. On n'arrivera jamais à faire une substitution aux machines à laver. Par contre, tous les insulaires, quelle que soit la taille de l'île, peuvent travailler sur 2 éléments. La substitution aux importations d'énergie et la substitution aux importations alimentaires. La sécurité énergétique et la sécurité alimentaire sont 2 éléments importants. Je rajouterai également l'eau et les déchets. Alors sur les 10 communications de la session, on va avoir une qui va être consacrée, disons, au domaine énergétique. On va avoir une présentation sur l'Écosse. Et par contre, on aura 4 autres présentations qui vont être concernées la sécurité alimentaire. Elles concernent l'Iroise. Mais l'innovation, ça peut aussi s'inscrire dans une stratégie
d'économie d'extraversion, hein, produire pour l'extérieur. Alors là, évidemment, on est confronté, on l'a vu en visitant Algemer à Ouessant, il faut absolument travailler sur des produits à haute valeur ajoutée, justement pour compenser le surcoût qu'amène le transport. Alors le tourisme, évidemment, pour beaucoup de personnes, est l'activité qui vient à l'esprit au niveau d'extraversion. C'est facile, les touristes viennent à vous. La plupart des touristes qui viennent dans les îles, c'est évident, une image positive de l'île. Mais dans notre imaginaire, lorsqu'on parle d'innovation, la plupart du temps, on parle d'innovation technologique. On l'a vu à Ouessant, on est allé voir les gens qui étaient du groupe Innové, on est allé voir l'hydrolienne de Ouessant. Tout le monde a aussi dans l'imaginaire les éoliennes offshore. Mais alors je vais être un petit peu provocateur et je vais poser une question. Dans ce cas-là, est-ce que l'innovation, si elle est technologique, est-elle toujours réservée aux sociétés dites modernes? Alors là, je vais être encore plus provocateur. En hommage à Joël Bonnemaison, qui était un élément important du colloque de 89, voilà, on va se transférer au Vanuatu. Voilà ce qu'on appelle le saut du Gaulle, dans une île de Pentecôte. Est-ce qu'on peut penser que c'est une innovation? On est dans une société qui n'a pas de technologie autre que la technologie bois, liane. Et vous voyez ce que les gens ont réussi à faire. Ça, c'est une petite tour, 26 mètres. Quand les gens sont tranquilles, ils peuvent faire des tours de 50 mètres. Hein? Pour moi, c'est une innovation. Alors, je vais être encore plus provocateur. Toujours au Vanuatu. Est-ce qu'ici, on n'a pas les prémices de l'économie sociale et solidaire? Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le monsieur, là? Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de cochon? Ben, c'est très simple. Quand vous avez des cochons et que vous leur enlevez les incisives du haut, eh bien, les incisives du bas vont pousser. Et quand les incisives du bas poussent, eh bien, on va avoir les dents qui vont faire un merveilleux tour. Vous voyez le grand chef, là, qui est juste là, qui les porte sur sa poitrine. Alors, pourquoi fait-on ça? Eh bien, on est dans des sociétés à grades. Et ce sont des sociétés qui ne sont pas héréditaires. Et pour avoir votre titre de chef, vous devez tuer des cochons à dents. Cela. Sauf que pour élever ces cochons à dents, c'est extrêmement difficile. Les animaux sont vulnérables, c'est compliqué. Donc vous devez, le jour où vous passez un grade, faire venir des cochons à dents d'autres personnes. Vous administrez, si vous voulez. Et pour que vos administrés, le jour voulu, viennent vous donner les cochons à dents, eh bien, il faut avoir un comportement altruiste. Les chefs des chefferies à grade sont des gens qui passent leur temps à servir leurs administrés pour que le jour venu, quand ils veulent passer leur grade, eh bien, les gens viennent avec les cochons pour qu'eux puissent monter dans la société. Et je pense que là, est-ce que les gens ont des choses à nous apprendre? Quand on lit Piketty qui nous dit que le monde va vers une fracture sociale de plus en plus forte entre les riches et les pauvres, avoir des gens qui se disent un bon chef est un chef qui donne pour recevoir. Je pense qu'on devrait faire venir ces gens-là à HEC dans toutes les équipes de management et expliquer aux DRH de toutes les institutions, il faut absolument que les DRH aillent voir ces gens-là. Parce que ces gens-là ont des choses à nous dire. Donc, les sociétés non technologiques peuvent nous apprendre plein de choses sur l'innovation sociale et la gestion des ressources humaines. Alors, les sociétés traditionnelles aussi ont des choses à nous apprendre pour la gestion des risques. Je prends un exemple assez rapide. Il y a eu un cyclone très fort au Vanuatu il y a 3 ans, le cyclone Pam, catégorie 5, 350 à l'heure. Il y a 2 manières de s'en sortir. La manière dite moderne, alors là, on va faire du béton pour se protéger des vents de 350 à l'heure, sauf que si on fait du béton en 2009 et que le cyclone survient en 2029, le béton aura perdu sa qualité. Et dans ce cas-là, vous serez peu protégé par votre béton. La manière traditionnelle, c'est quoi? Eh ben, dans l'île de Tanna, qui est une des îles du Vanuatu qui a été impactée, où on a eu très peu de morts. Au Vanuatu, il y a eu très peu de morts. 16 morts sur l'ensemble de l'archipel, on aurait dû avoir des milliers de morts. Comment les gens font? Eh ben, tout simplement, ils font un trou. Et ils ont un habitat avec un toit qui donne peu de prise au vent.
vous avez des lianes et qui tiennent le toit, et quand le vent souffle très fort, et bien les gens tiennent le toit. Moyennant quoi, c'est une adaptation qui existe depuis des centaines d'années, et ça vous permet de résister à des cyclones de catégorie 5. Ce qui me semble aussi important dans ce que les sociétés traditionnelles ont à nous apprendre, eh bien, c'est l'utilisation la plus complète possible des ressources naturelles, définition de Doumange. Mais je rajouterais, il faut absolument que maintenant, notre futur dans les îles, on aille vers l'intensification écologique. Et il est également temps de changer de lunettes. On est dans un monde où on a beaucoup travaillé ces dernières années, ces 50 dernières années, sur l'intensification économique. Maintenant, il faut travailler sur l'intensification écologique, faire en sorte que les écosystèmes donnent le plus possible sans altérer leur capacité de reproduction, et de travailler aussi sur l'intensification sociale, remettre l'homme au cœur de la chose. Et j'aurai une dernière diapo tout aussi provocatrice. Est-ce que le tartan de Ouessant est une innovation? Et ça m'amène aussi à dire, les innovations ne sont pas uniquement technologiques, elles sont aussi culturelles. On en a parlé tout à l'heure, quand on voit le Festival des Insulaires, le Festival du film de Groix, le Festival du livre insulaire de Ouessant. Les îles sont des endroits, un ferment où se passe plein de choses en innovation culturelle. Et ça aussi, c'est extrêmement important, parce qu'on ne peut pas aborder le futur du monde sans la culture et sans l'art. Sinon, le monde serait vraiment trop triste. Je vous remercie.